Bonjour à tous et bienvenue sur Portrait Social. Merci aux nouveaux abonnés, ceux qui donnent de la force en mettant des j'aime et en partageant les vidéos. Aujourd'hui, je reçois Mélanie qui va nous aider à répondre à cette question. C'est quoi une ergothérapeute? Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton métier, s'il te plaît? Ok, alors moi c'est Mélanie, donc j'ai 32 ans et je suis ergothérapeute libérale. Donc l'ergothérapie, l'idée c'est de permettre aux gens d'être le plus autonome et indépendant possible. Et donc nous on intervient autant auprès des enfants, des adultes que des personnes âgées. On peut intervenir autant dans le domaine hospitalier, les centres de rééducation, qu'en libéral. Et donc moi j'ai choisi de travailler en libéral. Donc moi j'interviens principalement avec des enfants, donc de 0 à une vingtaine d'années en général, en fonction de leurs problématiques et des choses qu'ils ont besoin de travailler. J'interviens principalement avec des enfants qui ont des difficultés qu'on peut appeler des difficultés d'apprentissage, des troubles du neurodéveloppement. C'est le gros mot qui va avec. Et du coup, en fonction de leurs difficultés, en fonction de leurs besoins, on va pouvoir apprendre différentes choses. Autant on va intervenir auprès des enfants qui vont arriver des fois pour des difficultés d'écriture, mais parfois pour les enfants, ce qui est important, c'est d'apprendre à faire du vélo. Du coup, c'est ok aussi. Et on va vraiment... quand on dit on travaille avec tous les enfants, des fois j'ai des bébés au cabinet parce que les retournements ont été compliqués, parce que la marche est difficile à acquérir et du coup on peut tout travailler. Alors comment les parents viennent vers toi? Alors les parents ils viennent vers moi soit parce que eux se sont renseignés, ont été chercher les infos, soit parce que les instits se disent ok là il y a un truc qui est difficile en classe, il faudrait trouver quelqu'un, il faudrait trouver un paramédical qui va pouvoir voir s'il y a une vraie difficulté et vous aider pour accompagner votre enfant, soit les médecins à qui on relate des difficultés dans le quotidien et qui prescrivent en fait les bilans en ergothérapie au départ. Il y a plein de possibilités. Ok. Tu pars sur un bilan pour évaluer justement les besoins de la personne. Comment tu l'établis ce bilan? Alors en fait notre bilan, moi ce qui m'intéresse surtout au départ, c'est de savoir ok quelle est la plainte, c'est quoi le problème, de quoi on se plaint. Et des fois, j'ai des parents hyper bienveillants qui ont été adressés par leurs enseignants, par le médecin. Et en fait, ils me disent « mais moi, ça va. Ok. Bon, bah, si vous, ça va, on va essayer de voir ce que les partenaires autour en pensent. » Et en fait, il y a des difficultés qui sont des fois hyper ciblées. Si c'est une difficulté propre d'écriture et que c'est un moment où il n'y a pas d'écriture à la maison, ben en fait les parents ils n'ont pas forcément repéré ça. Mais en même temps ils peuvent avoir eux des difficultés propres au quotidien. Typiquement il met 20 minutes pour s'habiller, pour enfiler ses chaussettes et en fait l'école ça il ne le repart pas forcément, sauf quand il y a une activité piscine ou quelque chose. Donc l'idée c'est vraiment de faire le point. Nous notre vision d'ergo elle est vraiment globale. L'idée c'est l'enfant dans sa globalité, donc autant dans ses capacités et difficultés que dans ses habitudes de vie. Quelles sont les habitudes de vie d'un enfant? Mais en fait, jouer. Un enfant qui ne joue pas, ça peut être une problématique. Un enfant qui ne joue pas tout seul, un enfant, voilà. Mais aussi, du coup, son environnement. Comment ça se passe à la maison, comment ça se passe au centre aéré, comment ça se passe à l'école. Ok. Tu travailles avec des partenaires, j'imagine. Lesquels? Alors, en partenaire, déjà, on a les parents. Parce qu'en fait, quand on travaille avec des enfants, ceux qui le connaissent mieux, moi je connais les enfants avec mes bilans, mais mes bilans c'est 2 fois, on se rencontre, on apprend à se connaître, on essaie de voir les compétences ou pas. Les parents, ils le voient tous les jours l'enfant, donc ils les connaissent très bien. Et moi en fait, j'ai besoin de travailler avec eux, j'ai besoin d'avoir cette relation de confiance. J'ai aussi besoin souvent des enseignants. Alors maintenant, en amont du bilan, j'envoie toujours un questionnaire long et pénible aux familles. Comme ça, on a une vision globale. Et puis comme ça, ils se rendent compte aussi, en tant qu'ergo, qu'est-ce qui m'intéresse. Et du coup, ce sur quoi ils peuvent m'interpeller. Donc on a ce questionnaire-là. Et du coup, j'envoie aussi un questionnaire aux enseignants pour avoir leur retour. Et puis, on va être honnête, hein, c'est beaucoup plus facile pour nous, en tant qu'ergo, d'arriver après avec nos petites adaptations, nos petits conseils dans le quotidien pour les enseignants, si en amont on leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Un enseignant qui me dit « mais tout va bien »,
ben, je sais qu'il va falloir que je prenne des pincettes pour venir lui dire « Ok, en fait, il y a des trucs qui sont pas faciles. Peut-être vous n'avez pas pu les repérer parce que vous êtes dans une classe où il y a 25 personnes ou 30 des fois. Mais du coup, ben, moi, j'ai repéré ces petites choses-là en séance. Ça fonctionne bien. Je vous les partage si vous voulez les utiliser. » En tant que partenaire, on a aussi tous les autres paramédicaux. Des fois, on a des enfants qui sont suivis par des orthophonistes, par des kinés, par des psychomotes. On a aussi besoin de travailler en équipe là-dessus pour être sûr qu'on va dans la même direction, pour éviter d'être redondant ou des fois de perdre les parents en disant « Ok, moi j'ai dit qu'il fallait faire ça, mais l'ortho elle a dit le contraire. » Bon, des fois il suffit juste qu'on se mette d'accord. On n'avait peut-être pas pris la priorité dans le même ordre et c'est important là-dessus. Ouais, quand tu dis il faut juste qu'on se mette d'accord, je trouve que c'est important parce que quand on est parent et qu'on gravite autour de différents professionnels, c'est pas toujours facile de coordonner les observations, les avis, les compétences de chacun. Comment cette coordination entre vous tous, elle se fait? En fait, c'est drôle. Moi, avant de bosser que en libéral, je bossais en structure. Et en fait, en IME, en CESAD, et du coup, là, on a aussi les différents professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Mais souvent, dans ces structures, on a quelqu'un qui s'appelle un coordinateur de parcours. Et du coup, lui, il fait lien entre ces personnes-là. Et en libéral, on n'a pas ça. Ça n'existe pas d'ailleurs, un coordinateur libéral, ça pourrait être rigolo. Mais souvent, c'est le médecin qui est censé coordonner. Sauf qu'en fait, les médecins, ils ont des millions de choses à faire et ça, ils ne le font pas. Nous, en tant que paramédicaux, on doit faire du lien. Les parents ont du coup ce rôle de coordinateur, alors que en fait, les pauvres, au milieu de tout ça, ils ne sont pas armés pour faire ça. Donc, c'est vrai que nous, en général, on a tendance, soit en fin de séance, quand on fait le point sur ce qui s'est passé, etc., et du coup, on échange sur tiens, tel professionnel m'a dit ça, soit on voit si déjà il y a une recommandation qui parle plus. Moi, j'ai des parents qui me disent « Ok, on m'a demandé de faire ça, mais en fait, j'ai pas compris, j'y arrive pas. » Ok, on va essayer de refaire le point et de revoir comment vous aider au mieux. Souvent, on s'appelle avec les professionnels, on s'appelle, on se fait des mails, on essaie 1000 fois de se rencontrer, mais c'est compliqué. On a des fois la chance de se rencontrer sur des réunions qui s'appellent des équipes de suivi de scolarisation quand il y a un dossier MDPH et donc une reconnaissance de handicap. L'école et l'éducation nationale nous organise ces réunions-là et quand on a la chance de pouvoir se libérer pour y assister, on se retrouve tous autour d'une table et c'est vachement plus facile pour échanger. Au moins, on a un temps dédié à ça. Mais c'est vrai que sinon, avec les enseignants, avec les paramédicaux, on passe du temps à s'appeler, à se faire des mails. Je connais un petit peu ta pratique, je connais la qualité de la relation que tu as avec les enfants dont tu t'occupes. Tu passes beaucoup par le jeu, beaucoup par l'échange, beaucoup par le rire, etc. Comment, autant pour l'enfant, je pense que c'est assez simple de travailler avec toi parce qu'il n'a même pas notion qu'il travaille pour le coup. Mais par contre, comment tu justifies l'importance de relayer ces petits exercices pratico-pratiques au domicile, auprès des parents? Comment tu justifies aussi l'importance des aménagements scolaires en classe, là où tu n'es pas forcément? Parce que parfois, on peut avoir des profs, pas forcément récalcitrants, mais qui ne comprennent pas forcément l'intérêt d'un aménagement scolaire, d'un matériel, d'une position dans la classe. Bref, comment tu insistes sur cette importance au niveau des familles, de l'éducation nationale ou des différents partenaires? Je pense que ça se fait en plusieurs temps. Effectivement, les enfants, ils n'ont pas l'impression, alors si, ils savent qu'ils travaillent, parce que même où ils viennent jouer, mais en fait déjà, ils ont un temps dédié à ça. On est souvent sur des enfants qui sont fatigables, qui sont plus fatigués que les autres, parce qu'ils font plus d'efforts toute l'année. Et en plus, on leur demande de toutes les semaines venir voir l'ergo. Quand je suis toute seule, c'est facile, mais ils ont des fois en plus voir l'ortho, voir la psy, enfin, on leur donne beaucoup de travail à ces enfants déjà fatigables. Donc eux, effectivement, ça leur paraît souvent, l'idée c'est de leur rendre les choses plus simples. Souvent, ils sont plutôt ok avec ça, hein, mais comme on le serait en tant qu'adulte, en fait, si on nous simplifie la vie, ça nous va bien. Les parents, tout simplement, moi je leur dis souvent, hein, moi je vois votre enfant une demi-heure, 45 minutes par semaine, vous le voyez tout le reste du temps. Donc s'il y a des choses, quand il y a de l'entraînement, quand c'est des habitudes à changer, moi en une demi-heure dans toute une semaine, je suis pas sûre que j'ai gros impact.
Mais par contre, vous, si au quotidien c'est quelque chose qui revient, vous lui en reparlez, quand c'est par exemple le fait de couper sa viande, typiquement nous on se sera amusé ici à couper de la pâte à modeler. Si on a eu de la chance qu'on est sur un temps de goûter au petit-déj, on aura peut-être coupé du pain, fait des tartines. Mais en fait, les repas, il y en a bien plus à la maison que ce qu'on fait en séance d'ergo. Donc nous, on essaye d'avoir des petits liens, hein, des petits mémotechniques, de savoir qu'on inverse ses couverts pour couper, qu'on essaie de piquer la fourchette, etc. Enfin, toutes ces petites astuces qu'on peut avoir pour les enfants, du coup, les transmettre aux familles. Si on est tout seul dans notre cabinet avec le petit, allez, si vous avez un petit qui a une bonne mémoire, qui a trouvé ça super cool, peut-être qu'il va lui le raconter à la maison. Mais on est sur des enfants qui pensent à 1000 choses en même temps et du coup ils ne se rappelleront pas forcément de tout ça. Donc l'idée c'est déjà de transmettre aux familles. Et puis de leur montrer que la généralisation, ils en sont aussi responsables. Et je trouve que en fait les parents ils ont toutes les responsabilités. Alors l'idée c'est de les accompagner hein, parce qu'on n'avait pas de mode d'emploi pour être parent au départ et qu'on fait du mieux qu'on peut. Mais si on explique les choses, et l'idée, moi je dis toujours, c'est mieux vaut convaincre que contraindre. Si on leur dit il faut faire ça tous les jours, ok, il faut. Elle est sympa, elle donne des leçons, génial. Si on leur explique à quoi ça sert et qu'ils voient leur enfant évoluer de jour en jour, peut-être qu'ils vont vraiment être convaincus et du coup... J'ai oublié la partie, enfin je ne l'ai pas oublié, juste je parle beaucoup, mais la partie sur les aménagements scolaires. Et bien c'est pareil en fait. Déjà il faut se dire que c'est chouette hein, quand c'est les enseignants qui envoient en ergo parce qu'ils ont repéré des choses, mais encore une fois, ils sont enseignants. On ne leur demande pas d'évaluer des troubles sensoriels, des troubles de posture. Souvent ils vont même avoir tendance à nous faire râler un peu quand ils disent « Ok, il ne tient pas en place, pas possible ». Ok, il ne tient pas en place, mais pourquoi il ne tient pas en place en fait? Est-ce que c'est compliqué pour lui d'être immobile? Est-ce qu'il pense à 1000 choses en même temps? Est-ce que l'attention est difficile à mobiliser? Et du coup, quand on leur donne un peu qu'est-ce que nous on a évalué, ok, nous on s'est rendu compte qu'il y avait ça qui était vraiment difficile pour lui. Des fois qu'on les fait changer de regard en leur disant ok, mais imaginez si vous êtes assis sur votre chaise et que pendant tout le temps que vous êtes assis sur votre chaise vous sentez la chaise et vous mettez autant d'attention à je sens la chaise sous mes fesses que j'essaye d'écouter ce que me dit le prof, en fait notre attention elle peut pas être partagée comme ça, c'est compliqué, il faut qu'on arrive à moduler les sensations. Donc en arrivant parfois à leur faire comprendre ce que les enfants ressentent, les aménagements ils se mettent tout seuls. Ils ont parfois aussi l'impression qu'on va leur donner du travail en plus en étant obligé d'adapter pour tel et tel enfant. Il y a plein d'aménagements, c'est cool pour tous les enfants de la classe. Du coup, si on le fait pour tout le monde, on n'a pas l'impression de faire quelque chose de particulier pour un élève en particulier, et du coup, ça roule. Mais c'est un changement de regard. Tout à l'heure, tu évoquais les ESS et donc ces moments de rencontre avec les partenaires. Je sais aussi que tu es animé par ta pratique et que tu n'es pas avare de conseils et tu es toujours disponible pour les AESH, pour les enseignants, pour tous les partenaires. C'est vrai que voilà, tu es quelqu'un sur qui on peut s'appuyer par téléphone, par mail, par visite, par rencontre. Voilà, tu distilles et tu transmets ton savoir, ton approche et c'est vraiment très chouette. Tu disais aussi tout à l'heure ce qui est important, c'est que l'enfant il puisse se débrouiller. Et effectivement, ça fait déconstruire un peu des représentations aussi, parce que on pourrait penser qu'on va avoir l'ergo pour que, par exemple, l'enfant mange correctement, la norme en fait, quoi, tu vois, ou marche correctement. Mais en fait, c'est nos normes à nous, nos représentations à nous. En fait, l'essentiel, c'est que l'enfant il soit autonome, qu'il arrive à couper sa viande tout seul et à manger tout seul. Comment il s'y prend et quel outil il utilise, en fait, au final, on s'en fiche, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Est-ce que dans ta pratique, justement, il y a des idées reçues, des a priori, des concepts, des croyances, des gens qui viennent te voir avec peut-être trop d'espoir ou trop d'attentes? Alors, il y a parfois des personnes qui arrivent en pensant qu'on va avoir une baguette magique. Et souvent, moi, je déconstruis l'idée de la norme tout de suite. En fait, moi, l'idée, c'est pas que j'arrive à obtenir tel score ou tel... L'idée, c'est que ça aille dans le quotidien. Et peut-être que nous, nos exigences en tant qu'adultes, des fois, elles sont pas bonnes non plus. Mais parce qu'on a nos représentations et on imagine qu'un enfant, ça doit faire ça dans tel ordre.
au final, le but du jeu, c'est qu'ils arrivent à se détacher de leurs parents et ils deviennent adultes. Mais dans nos représentations, ouais, en tant qu'ergo, je pense que les croyances, elles sont plutôt sur à quoi sert un ergo. Et déjà, quand les gens ont compris à quoi on servait et pourquoi on peut venir nous voir, nous, on a déjà tout gagné. Hein. Et c'est vraiment... Enfin, moi, je suis contente de participer aujourd'hui à cette interview parce que je trouve que c'est un bon moyen de faire connaître et en fait, nous, on gagne du temps. Hein. Si les enfants, ils arrivent plus tôt parce que les gens connaissent l'ergothérapie, bah alors on a tout gagné et c'est beaucoup plus facile. Le cerveau est beaucoup plus plastique et malléable quand on est dans l'apprentissage que quand on est dans la rééducation. On n'est pas du tout dans la même posture. Mais effectivement, pour nous, ça paraît évident d'utiliser des fois des adaptations et qui vont parfois être temporaires en fait. C'est juste le temps que l'enfant apprenne et puis en fait, il s'en détachera. Mais comme nous, on se détache de tout. Il y a plein de métiers comme ça où au départ, pour rien oublier, on se fait des listes. Puis au bout d'un moment, la liste, on la connaît par cœur, on n'en a plus besoin. Mais en fait, les enfants, c'est pareil. Au départ, ils peuvent avoir besoin d'une liste pour savoir quoi mettre dans leur cartable. Puis au bout d'un moment, bah ok, on va peut-être enlever des choses sur la liste parce que ça, c'est des trucs qu'il n'oublie plus jamais. Et puis bah, après, il n'y aura plus besoin de liste. L'ergothérapeute, c'est un peu le géotrouve-tout aussi des parents de l'enfant. Vous êtes extrêmement, comment je pourrais dire, prolifique en tout cas, où vous avez une capacité d'imagination ou d'adaptation énorme. Alors justement, est-ce que quand on choisit de travailler avec un public plutôt qu'un autre, est-ce qu'on va vers des formations complémentaires justement pour venir enrichir un peu sa boîte à outils? Est-ce que tu en as suivi? En fait, en tant qu'ergo, notre formation de base, elle est hyper générale. Et en fait, ça nous fait râler des fois en tant qu'étudiant parce qu'on se dit « Ah mince, mais j'ai l'impression que j'ai pas assez de connaissances dans ce domaine-là ». Mais en fait, quand on sait qu'on peut travailler en gériatrie, en neuro, en ortho, en pédiatrie, en psychiatrie, enfin, on peut pas, il nous faudrait une formation de 20 ans pour être compétent dans tous les domaines. Donc l'idée, à la base de la formation, c'est vraiment nous former en tant qu'ergo, ou nous déformer, je sais pas, à avoir ce regard-là. La personne dans sa globalité, à savoir l'évaluer, etc. Et puis effectivement, en fonction de la pratique, de la population qu'on choisit, avec laquelle on choisit de travailler, on a des formations complémentaires. Moi, j'ai suivi ma première formation, j'étais même pas encore diplômée. C'était pour mon travail de fin d'études. Je voulais appliquer une méthode de rééducation de l'écriture déjà à l'époque. Et du coup, j'ai la chance d'avoir des formatrices qui ont bien voulu d'une étudiante. Grosse pression hein, dans leur corps de formation et c'est comme ça que j'ai fait ma première formation que j'utilise encore aujourd'hui pour l'apprentissage et la rééducation de l'écriture. Après des formations, j'en ai fait plein. Je me suis formée beaucoup sur l'autisme et le TSA à l'époque quand je travaillais en IME. Je me suis formée à des moyens de communication alternatifs comme Macathon qui ressemble un peu au langage des signes mais adapté au handicap. Je me suis formée en intégration sensorielle. Je crois que c'est une des formations qui nourrit beaucoup ma pratique en ce moment. À se dire qu'on se construit à base de toutes les informations sensorielles qu'on reçoit. Et du coup, après, ça nous permet de développer notre contrôle postural, tous nos apprentissages supérieurs. Et puis, je crois que dans les dernières formations marquantes qui révolutionnent pas mal notre pratique, j'ai fait la formation Stimule Ergo, où du coup, l'idée, c'est plutôt de mettre en place des ateliers de guidance parentale pour les futurs et jeunes parents. Et en fait, on est plutôt dans un champ de prévention, ce qui change un peu, hein, nous, notre côté ergo, où on est dans le trouble, la pathologie, la rééducation. Là, on est plutôt dans de la prévention. L'idée, c'est de se dire que les parents, on leur a pas donné le mode d'emploi. Ils savent ce que c'est un enfant, hein, c'est joli, c'est mignon, c'est tout rond, mais en fait, comment ça va se développer et à quoi s'attendre, et du coup, comment on peut les aider là-dessus. Et je pense que ça a été vraiment 2020, la grosse formation qui a changé pas mal de choses depuis. Je suis devenue maman, alors ça a aussi été dans le même mood là. Et puis aujourd'hui, je forme des ergos à mettre en place des ateliers pour les futurs et jeunes parents. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime là depuis quelques années et encore
encore un moment. Mais tu partages aussi justement sur les réseaux quelques conseils orientés, voilà, guidance parentale, conseils plutôt bien suivis justement, notamment sur Instagram. Ouais, sur Insta, on a un compte qui s'appelle Atelier Stimulergo, où l'idée c'est de faire découvrir l'ergothérapie auprès des petits et effectivement de donner des conseils aux parents. Sur tous les domaines finalement, on est autant sur les outils, sur quelle cuillère utiliser pour bébé, que comment, je crois que le dernier post c'était sur le choix des moyens de flottaison dans la piscine, de comment favoriser la motricité libre pour le développement des petits. Et voilà, on essaie d'être assez accessible. L'idée c'est pas de transmettre de la théorie pure avec des gros mots, des trucs qu'on ne sait pas comment adapter dans notre quotidien, mais plutôt des idées d'activité. Et on se dit toujours que si les parents nous connaissent tout petits, bah, s'il y a une difficulté, s'il y a quelque chose qui les inquiète, moi je dis toujours, je préfère rencontrer quelqu'un en consultation et que je lui dise que tout va bien. En fait, c'est ok aussi. Des fois, on est inquiet en tant que parent et on n'a personne pour nous répondre. Ou alors, moi j'ai des parents qui me disent, j'étais sûre que quelque chose n'allait pas. Mais j'étais sûre, hein. Et en fait, tout le monde me disait, mais non, ça va passer. Mais en fait, vous êtes sûr que ça va pas. Bah, en fait, allez consulter, trouvez quelqu'un. Quelqu'un qui vous rassure. S'il vous rassure pas, bah, vous allez voir quelqu'un d'autre. Et en fait, des fois, comme ça, on arrive à des diagnostics, à des choses... Bah, en fait, ouais, on se serait dit qu'on aurait préféré passer à côté quand même, parce que c'est difficile en diagnostic. On n'avait pas imaginé ça au départ. Mais en fait, ça peut être hyper important, et pour le développement de l'enfant, et pour la famille, on a besoin d'avoir ces infos-là. Donc surtout, on ne reste pas avec une inquiétude. On trouve le professionnel qui va vous rassurer, ou pas, mais qui vous aidera à avancer. Les personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient faire ergo, quels conseils tu pourrais leur donner? Alors, le mode d'entrée à l'école a pas mal changé depuis quelques temps là, avec Parcoursup. Donc maintenant, c'est Parcoursup et la grande loterie de Parcoursup que je ne maîtrise pas, et ça me fait... Je trouve que c'est un peu très aléatoire ce truc-là, mais c'est un autre sujet. Nous, à l'époque, on entrait à l'école d'ergo avec des concours ou par la fac de médecine. Donc finalement, je me dis c'est aussi un gain de temps, parce qu'on apprenait des quantités de choses juste pour passer un concours et qui ne nous servaient pas forcément après. Mais ensuite, une fois qu'on est entré à l'école, c'est là que c'est le plus intéressant, où on a finalement 3 années de formation. Dans ces formations-là, on voit vraiment plein de choses. On est autant sur l'anatomie et les muscles que l'aménagement de domicile et les normes pour installer une barre d'appui, ou pour se dire quelle barre d'appui on choisit pour telle personne et quelle difficulté. Ce qui est intéressant, c'est que nos études d'ergo, elles sont assez pratico-pratiques. Souvent, les profs, c'est des ergos de terrain. Et là, on apprend beaucoup de choses. Mais on a aussi des stages. Et du coup, on doit faire des stages dans différents domaines, avec différents publics. On apprend plein de choses, hein, forcément en concret, mais ça nous permet aussi de nous forger un peu nos choix, en fait, de quel domaine va nous intéresser plus. Et puis en fait, des ergos, il en faut partout, donc en termes de métier d'avenir, je pense qu'il y a du boulot. Et on est en train de développer des champs aussi. On est en train de rentrer de plus en plus dans les écoles. En EHPAD ou avec les personnes âgées, il y a des millions de choses à développer. Donc, faut y croire en fait, faut avoir envie, et je pense que c'est ok, allez-y. Donc 3 ans de formation, ouais. Des périodes de stage, j'imagine, oui. Longues, courtes? C'est 2 mois en général les stages, ou 6 semaines. Ouais. Il suffit qu'il y ait des vacances qui s'intercalent. Donc ça laisse quand même du temps pour s'investir, on n'est pas juste dans l'observation. Et pour découvrir, moi quand j'ai des stagiaires au cabinet, en fait ma vie en libéral elle est à 100 à l'heure, on ne s'arrête pas. Du coup, quand on a des stagiaires, c'est pire, parce que les temps de pause, finalement, ils nous servent à expliquer aux stagiaires ce qu'on a fait entre-temps ou à répondre à leurs questions. Mais c'est hyper riche d'avoir des stagiaires. Moi, je trouve que c'est chouette d'accueillir des stagiaires, on leur partage... moi, j'adore leur partager tout ce que je fais, mais c'est aussi riche d'avoir leurs questionnements et du coup de se remettre en question sur pourquoi on fait ça. Ok, parce que j'ai toujours fait comme ça, c'est pas une bonne réponse. Et du coup, de se dire, ok, peut-être qu'en fait, j'ai plus besoin d'apporter cette aide à ce moment-là. Et c'est intéressant aussi. C'est une bonne question ça, pourquoi je fais ça? Toi, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es dirigée vers l'ergothérapie? Alors en fait, l'ergothérapie, c'était vraiment... je sais pas si l'ergo c'était
inné de base, je pense que je connaissais pas, hein, comme beaucoup. Moi, ce qui était évident pour moi, c'était de me dire que je vais travailler avec des gens, avec des humains. Et en fait, ma maman bossait à Néry où il y avait des thermes à côté, donc on avait pas mal de personnes en fauteuil roulant avec des pathologies diverses et variées, et ça m'a toujours intéressée. J'avais rencontré une dame qui était aveugle et qui du coup m'avait fait un alphabet braille. Et à l'époque, créative, hein, mais j'y avais passé du temps, j'avais voulu lui répondre, lui envoyer un truc en lui disant genre merci pour l'alphabet, mais l'écrire en braille. Oui, sauf qu'elle, elle avait écrit avec une machine particulière qui écrit en braille. Moi, j'avais pris une feuille à l'envers, en appuyant derrière. Enfin, déjà, voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Et mon idée, c'était voilà, d'aider, d'accompagner. Et il faut faire quelque chose. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées. Il faut qu'il y ait des personnes qui s'intéressent à ça. Et puis après, donc ça, c'était OK. Hein. J'étais très jeune, hein, je devais avoir 8 ans. Mes parents ont eu un accident de voiture, donc ma mère est en fauteuil roulant très longtemps aussi. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça, on sent qu'il y a besoin de faire quelque chose. Et puis après, j'ai travaillé 2 étés, pour accompagner des adultes en séjour vacances, des adultes autistes. Et du coup, ça, c'était pareil. C'était vraiment... je me suis dit, c'est trop bien. En fait, j'ai eu l'impression d'être en vacances tout le temps. Alors que pourtant, on faisait des fois des choses qui peuvent paraître pas faciles pour des personnes qui n'ont pas ce regard-là. Et après, j'ai cherché sur les sites des associations quel professionnel gravite autour des enfants, parce que c'était déjà un sujet qui m'intéressait, et des enfants avec TSA principalement à ce moment-là. Et bon, il y avait psycho, mais pas très envie d'aller à la fac. Donc... Et ergo, je me suis dit, ah ok, ça a du sens. Et c'est vraiment l'idée de donner du sens et donner du sens aux activités, mais les activités qui ont du sens pour les personnes. C'était vraiment important. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour ton métier? De quoi les ergothérapeutes ont besoin? Je crois que les ergothérapeutes ont besoin de prendre confiance. En fait, on passe tellement de temps à expliquer à quoi on sert. Les ergots ont besoin d'être reconnus, en fait, que les gens sachent à quoi on sert. Et je pense que ça, c'est hyper important. Je pense que les ergots ont aussi besoin d'être reconnus par les autorités. En fait, aujourd'hui, en tant qu'ergothérapeute, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et du coup, on limite l'accès aux soins. Alors, on a la possibilité d'avoir des financements à droite à gauche, mais c'est encore de la démarche des parents de faire ça en plus de tout le reste, de leur travail, de s'occuper de leurs enfants. Donc, c'est pas simple. C'est le timer. Super, oui, on avait dit. Un outil pour les enfants. Et les adultes, finalement, ça nous sert à tous. Ouais, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, dans le côté reconnaissance, voilà, qu'on dit kiné, les gens servent à quoi, savent à quoi. Ils sachent. Non, j'y arriverai pas, c'est pas grave. Le kiné, on sait ce que c'est. Ergo, on aurait besoin de ça, que les gens sachent aussi. Donc ça, c'est hyper important. Et en fait, pour gagner du temps dans les accompagnements, pour accompagner encore mieux, en fait. Ok. Et pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Quel projet tu souhaites développer dans les années à venir? Je suis pas toute seule sur ce projet-là, mais je pense que le projet des ateliers Stimulergo, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On forme régulièrement des ergots pour faire des ateliers, alors les nôtres ou les leurs, mais en tout cas pour être acteurs dès le plus jeune âge, pour les futurs et jeunes parents. Et je pense que ce qui serait cool, c'est qu'on arrive à faire rentrer les ateliers Stimulergo dans toutes les maternités. En fait, les parents, ils passent du temps avec les visites pour les gynécos, pour les sages-femmes, pour l'accouchement, mais si on pouvait avoir ces ateliers-là qui seraient aussi démocratisés que les ateliers de préparation à la naissance, finalement, ça serait un chouette projet. C'est un beau projet, ouais. On arrive au terme de cet échange. Si tu avais le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, je crois que c'est finalement, si on pouvait remettre, si je fais ce travail-là, c'est génial. Moi, j'adore mon travail. Et je crois que je passe mon temps à dire aux enfants, mais faites ce qui vous plaît. Parce que vous n'aurez jamais à travailler un jour, en fait. Les enfants rigolent. Moi, je passe ma journée à jouer. Je travaille en chaussettes. Enfin, trop cool. Et je crois que c'est ça. En fait, c'est de se dire, garder à l'esprit qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut des gens qui aident les enfants à prendre confiance en soi. Mais voilà, le mot de la fin, c'est pour tous mes loulous que je vois au cabinet, qui sont courageux parce qu'ils font des progrès et qui mettent de l'énergie dans tout ça. Mais en fait, ils le font pour eux. Mais nous, c'est ça qui nous anime au quotidien. Exactement. On les embrasse. Ouais. Merci pour tout ce que tu fais, Mélanie. Merci pour qui tu es. À bientôt. À bientôt. Salut.